Ouh, Jésus! Lucas Raymond risque de regretter longtemps, très longtemps, son coup de bâton en fin de match à l'endroit de Tomáš Tatar. Et non, c'est même pas une exagération. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. En toute fin de rencontre entre la Suède et la Slovaquie, Lucas Raymond est passé de héros à zéro. Après avoir servi une magnifique passe à Elias Pettersson, puis marqué un spectaculaire but qui propulsait la Suède vers, en apparence à ce moment-là, le premier rang du groupe B, Lucas Raymond a eu une crampe au cerveau alors que son équipe était en parfait contrôle et donnait rien, mais absolument rien aux Slovaques. Il donne un coup de bâton inutile et gratuit, complètement gratuit à l'endroit de Tomáš Tatar qui lui coûte 2 minutes et éventuellement un but. Dans le match en tant que tel, ce but-là ne changeait pas grand-chose. Le score passait de 5-2 à 5-3, sauf que dans le grand ordre des choses, dans le grand schéma olympique, ce but-là a fait passer la Suède de la potentielle 3e place au total, donc du premier rang de son groupe et 3e place au total à la 7e. Et ça vient de complètement changer l'allure du tournoi, non seulement pour la Suède, mais pour plusieurs autres équipes, dont le Canada, dont les États-Unis et bien sûr la Slovaquie. À moins d'une catastrophe, donc, ça va complètement changer les choses. Surtout, honnêtement, à la défaveur des Américains. Pourquoi? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cet épisode. Tout juste avant de regarder ça ensemble, le tournoi olympique te fait chercher tout ce que tu peux trouver en bon contenu sur les internets. Et en plus, tu trouves rien à ton goût en français. T'es à la bonne place, où que tu sois dans le monde. Bienvenue sur la chaîne. On veut atteindre cette année les 35 000 abonnés. Aide ton boy, profite de la frénésie et la coopération internationale. Bon, à part quand on se donne des coups de bâton au hockey. Et abonne-toi, c'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et surtout, tu contribues grandement, comme je viens de le dire, à l'essor de la chaîne. C'est fait? OK, on retourne au tournoi. Donc pourquoi est-ce que je dis que ça change complètement l'allure du tournoi, ce simple but marqué par la Slovaquie? D'abord, pour comprendre ça, regardons donc les scénarios dans le groupe B. Au moment où j'enregistre cet épisode, le match entre la Finlande et l'Italie n'a pas encore eu lieu. En fait, au moment où tu regardes ça, ça se peut même que ce soit en cours. Soyons honnêtes, ce serait une énorme surprise si les Italiens parvenaient à battre la Finlande. Donc peut-être que c'est l'épisode qui va le moins bien vieillir de l'histoire de la chaîne, mais voici à quoi ressemblait, avec une victoire de 5-2, hypothétique, le scénario dans le groupe B. Donc ça, c'est ce que vous voyez donc à votre gauche, qui est le plus proche de moi. Suède, Slovaquie, Finlande, Italie. C'est vers ça qu'on s'enlignait avec une triple égalité entre les formations avec un score de 5-2. La Suède aurait pris le premier rang du groupe, la Slovaquie serait tombée 2e, Finlande 3e et Italie 3e. Avec ce but marqué par la Slovaquie, ça propulse donc, avec une hypothétique victoire contre l'Italie, la Slovaquie au premier rang. Pourquoi? Le premier différentiel entre les trois équipes, c'est les buts pour et buts contre. Avec une victoire de 5-2 de la Suède, tout le monde aurait été à égalité. Ces trois rencontres-là se seraient décidées par un score de 3 buts. La Slovaquie a battu la Finlande par 3 buts, la Finlande a battu la Suède par 3 buts, la Suède aurait battu la Slovaquie par 3 buts. Le deuxième bris d'égalité donc serait entré en jeu, le nombre de buts pour, dans les rencontres strictement impliquant ces équipes-là, puisque la Suède aurait marqué 5 buts, elle a marqué 5 buts en fait, elle serait donc tombée au premier rang. Mais on ne s'est pas rendu là, parce que la Slovaquie, donc, en ne perdant que par 2 buts face aux Suédois, elle garde le premier prix d'égalité, elle garde donc le premier rang. Ensuite de ça, on reset, on recommence, ça tombe une égalité à 2 formations, et la Finlande passe donc devant la Suède. Donc, au sein du classement du groupe B, la Suède vient de passer de première à 3e. Et là où c'est vraiment la réelle catastrophe pour la Suède, c'est qu'elle dégringole également de ce qui aurait été
probablement le 3e rang total, parce qu'avec les résultats actuels, il y a de très très fortes chances que Canada et États-Unis, qui n'ont pas encore fini leur tournoi, vont prendre les rangs 1 et 2. C'est pas confirmé à 100%, mais ça s'enligne vers ça. La Suède aurait été la 3e meilleure formation parmi les gagnants de chacun de son groupe, 3e place. Mais là, en tombant au 3e rang, on ne fait pas juste reculer au 5e échelon. Non, ça va plus loin que ça. Il faut regarder le bris d'égalité total entre toutes les formations pour le classement final, pour comprendre pourquoi. Et ça, je vous avoue que même moi, ça m'avait échappé quand j'avais fait ma préparation. J'avais un petit peu assumé que une fois le classement, les 4 premières équipes faites, ça allait être le premier bris d'égalité, les points. Autrement dit, une équipe comme la Suède, au 3e rang de son groupe, peut quand même terminer, si elle a plus de points et tout ça, devant des formations 2e de leur groupe. Et non! Regardez comment on fait le classement total. La première chose qui est déterminée à toutes les positions, pas juste pour les 3 premières places, à toutes les positions, la première chose qu'on regarde, c'est la plus haute position dans le groupe. Ce que ça veut dire, les positions 1 de chaque groupe prennent les rangs 1, 2 et 3. Les positions 2 de chaque groupe prennent les positions 4, 5 et 6, et ainsi de suite. Donc, les positions 3, elles tombent 7, 8 et 9. Donc, en passant de la première place du groupe B à la 3e place du groupe B, la Suède vient de dégringoler de la 3e à la potentielle 7e place. C'est complètement fou. Pour la Suède, c'est une catastrophe. Parce qu'avec la 3e place, bien sûr, on s'assure d'une place en quart de finale. En tombant 7e, on risque quand même probablement d'affronter une équipe qui, en théorie, on devrait battre. Mais là, après ça, s'il y a bien une chose qu'on est en train de retenir de ce tournoi olympique, c'est qu'honnêtement, pas mal tout est possible. Je l'ai dit moi-même d'entrée de jeu dans mon épisode, ça se pourrait très bien que cet épisode vieillisse très mal avec une victoire italienne contre la Finlande. Honnêtement, je fais mon prochain live du Canada en chess si ça arrive. Ça n'arrivera pas. J'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de dire. Donc, pourquoi est-ce que ça change complètement la donne pour toutes les formations et pas seulement la Suède? Ben, regardons ce que ça donne hypothétiquement et potentiellement ce changement de place de la Suède. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un potentiel classement final. Pour la Slovaquie, d'abord, c'est énorme. La Slovaquie aurait terminé au 2e rang et potentiellement 4e, mais surtout, on vient de tomber 3e. En tombant 3e, pour la Slovaquie, regardez là où c'est le plus gros. Conjuguer la victoire slovaque à la victoire lettonne non négligeable face à l'Allemagne, ça va potentiellement donner la rencontre Lettonie contre Italie ou France. Là, toutes les positions pour la ronde qui est appelée Playoffs, là, qui est un 16e de finale, tout ça est très, très hypothétique, à part le classement de la Suède, qui, à moins de la surprise du siècle, encore une fois, est maintenant assuré de cette 7e place. Simplement pour vous indiquer, j'ai mis France 12 et Italie 11, même si dans ma tête, depuis le début du tournoi, Italie allait terminer 12e, parce qu'en ce moment, c'est ça qui s'enligne pour arriver. L'Italie a tellement tenu tête à tout le monde dans son groupe que son tournoi à l'Italie va être terminé après cette défaite contre cette défaite hypothétique contre la Finlande. La France, elle, n'a pas vraiment tenu tête tant que ça à la Tchéquie et la Suisse, du moins par rapport à ce que l'Italie a fait. Il y a des très fortes chances que la France, donc, dégringole au 12e rang. Mais peu importe que ce soit France ou Italie, 11e, ça ne change pas grand-chose. Ça fait que les Slovaques, puisque je vous rappelle qu'à la suite du 16e de finale, on ne réorganise pas le tableau. On ne réorganise le tableau, on reseed seulement en demi-finale. Donc, la façon dont le tableau est placé, c'est exactement ça qui arrive. 8-9 s'en va affronter 1. 5-12 s'en va affronter 4. 6-11 s'en va affronter 3. 7-10 s'en va affronter 2. Peu importe qui gagne. Et regardez ce que ça donne pour la Suède. On irait affronter l'équipe au 2e rang en quart de finale. Pour le moment, j'ai placé Canada 1, États-Unis 2. C'est encore tout à fait possible que ce soit l'inverse. La façon dont le Canada a dominé la Tchéquie et la Suisse, les chances du Canada d'aller directement au rang numéro 1 sont extrêmement élevées. Après ça, tout peut arriver, bien sûr. Mais au moment où on se parle, je suis assez certain de ma shot que le Canada va terminer au 1er rang et États-Unis va terminer au 2e rang. Regardez comment la Suède vient complètement de bousiller son tournoi, mais aussi mettre des énormes bâtons dans les roues, soit des États-Unis, soit du Canada.
on risque très fortement d'avoir une confrontation Suède-États-Unis au quart de finale. Avec ce qu'on a vu dans ce tournoi, et c'est là où je trouve ça très plate, ironique, choisissez le mot que vous voulez pour la Suède, c'est que pour ceux qui ont regardé cette rencontre face aux Slovaques, je regardais la rencontre, et particulièrement la troisième période, en me disant on est enfin arrivé dans notre tournoi du côté suédois. Là, ça, c'est l'équipe suédoise qu'on attendait. On a complètement dominé la Slovaquie en troisième période. Complètement. Et bang, ce vieux but, cette crampe au cerveau de Lucas Raymond nous fait passer de où est la Slovaquie présentement, une potentielle confrontation contre la Lettonie, à une contre les États-Unis ou le Canada. C'est complètement sensationnel. Et regardez soudainement comment, pour Juraj Slafkovský et la Slovaquie, ça s'ouvre. Autrement dit, si on regarde ça, la Slovaquie a potentiellement le parcours, pas juste vers la demi-finale, vers la finale, le parcours le plus avantageux possible. Parce que il y a un monde dans lequel, si la Suède parvient à battre les États-Unis, ben la Slovaquie évite États-Unis et Canada tout le long du tournoi et évite potentiellement le Canada avant un match pour la médaille d'or. Parce que dans le scénario pour la Suède, maintenant, si on se rend jusqu'en demi-finale, on est presque assuré de devoir faire coup sur coup États-Unis-Canada ou Canada-États-Unis. Parce que si on gagne notre match quart de finale, je vous le répète, là, on réorganise le tableau. On fait le fameux reseed. Et dans ce scénario actuel, disons, où la Suède, j'allais dire cause de la surprise. D'un point de vue tableau, 7 contre 2, c'est une surprise. Après ça, la Suède qui bat les États-Unis dans un tournoi best on best international, meilleur contre meilleur, c'est pas la plus grosse surprise de l'histoire de l'humanité. Mais 7e, peu importe ce qui arriverait ici dans ce scénario, on irait affronter le Canada si le Canada, bien sûr, bat la Suisse. Bang! Alors que peu importe qui, entre Finlande, Tchéquie et Slovaquie, Lettonie, disons ici à des fins de discussion, Finlande et Slovaquie s'affronteraient dans une demi-finale, Canada, Suède s'affrontent dans l'autre demi-finale. Et bien sûr, advenant le cas où on perd contre les États-Unis, le Canada et États-Unis s'en vont chacun de leur côté, mais encore une fois, les grands gagnants de ça, la Slovaquie, qui évite fort probablement le Canada, qui a l'air jusqu'ici dans un tournoi d'un rouleau compresseur. La façon dont le Canada domine son tournoi jusqu'ici, conjugué à la façon dont la Suède a joué contre la Slovaquie dans sa troisième période de la rencontre, me laisse croire que ce serait très difficile pour les Slovaques dans une rencontre contre le Canada. Ceci étant dit, une chose que j'ai très très hâte de voir, est-ce que ce revirement de situation-là va venir peut-être donner un petit quelque chose à l'équipe slovaque. Non, elle n'a pas été aussi bonne, ou du moins son gardien Laval n'a pas fait autant la différence, n'a pas autant volé la Suède qu'il l'a fait face à la Finlande. Mais s'il pouvait retrouver cette petite touche magique-là, honnêtement, ce tournoi pour la Slovaquie pourrait en devenir un complètement rêvé. Après un parcours sensationnel aux derniers Jeux olympiques, où bien sûr les joueurs de la LNH n'y étaient pas, un deuxième parcours rêvé pour la Slovaquie est tout à fait possible. Et allons plus loin que ça, à moins d'une catastrophe, ce but slovaque, cette punition de Lucas Raymond, l'effet papillon créé par cette punition de Lucas Raymond qui a mené au but slovaque, vient vraiment de placer la Slovaquie, qui doit absolument, bien sûr, rien prendre à la légère, mais dans une situation complètement avantageuse pour se rendre, dans le pire des scénarios, à un match de médaille de bronze. Parce que, encore une fois, dans le scénario où on affronte le gagnant Lettonie-Italie, on gagne cette rencontre-là. Et peu importe ce qui arrive contre Canada et ou États-Unis, en fait, on ne peut pas affronter le Canada dans ce scénario-ci où il est premier. Peu importe qu'on affronte qui, entre les États-Unis, la Finlande ou la Tchéquie, on est en demi-finale rendu là. Et on peut aller dans un match de médaille de bronze. Voilà donc comment la punition de Lucas Raymond vient complètement de changer ce tournoi. Il y a beaucoup d'autres choses à retenir jusqu'ici dans le tournoi olympique, je trouve. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous retenez le plus. Bien sûr, au moment où j'enregistre présentement, on a appris que le pire s'est confirmé pour Kevin Fiala. Sa saison est terminée. Et ça, j'espère honnêtement qu'à la prochaine rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, ça ne va pas réouvrir la discussion de la part des propriétaires de ne pas envoyer les joueurs dans ce genre de tournoi parce que
Imaginez les Kings de Los Angeles présentement. On vient de faire une grosse transaction pour aller chercher Artemi Panarin et là, on perd un de nos meilleurs attaquants en Kevin Fiala. C'est la catastrophe pour les Kings qui perdent un joueur dans un tournoi international. Donc ça, c'est vraiment très décevant pour eux. Mais également, il y avait une chose que j'avais hâte de voir. Je me posais la question si on n'était pas un peu en train de... Est-ce qu'on regardait ce tournoi international avec trop des lunettes roses? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu notre tournoi international meilleur contre meilleur. Est-ce qu'on regardait ça avec des lunettes roses? Est-ce qu'on avait oublié peut-être un peu, puisque ce sont des formations pas habituées de jouer ensemble très très souvent, etc., que c'est un court tournoi, pas beaucoup de préparation? Est-ce qu'on avait oublié à quel point c'était pas nécessairement le meilleur hockey? Et jusqu'ici, la réponse, c'est non. Ce tournoi est complètement exceptionnel. Ce tournoi rappelle pourquoi il faut ça, au moins minimum une fois aux 4 ans. Les partisans de hockey méritent ce tournoi meilleur contre meilleur sur la plus grande scène internationale. Chapeau aux Suisses. Respect aux Suisses, mais pas juste à l'équipe suisse. Énorme respect à l'équipe italienne, que j'étais convaincu qu'ils s'emmenaient pour perdre tous leurs matchs 5-0 au mieux. Pas du tout. Jusqu'ici, on a offert des bonnes performances à toutes les équipes. Même chose pour la France. Oui, la chaîne a débarqué dans la rencontre face aux Tchèques, mais on était là avec eux, on tenait notre bout. OK, les Suisses ont vraiment été très bons dans la rencontre face à la France. Les Suisses sont vraiment en train de montrer pourquoi on a toujours peur d'eux. Et j'aime beaucoup le jeu que montrent les Suisses sur la patinoire. On est une équipe physique, on est une équipe qui se tient debout, qui a un système vraiment intéressant. C'est beau à voir. Et après ça, le Canada rappelle pourquoi il domine autant sur la scène internationale. Les États-Unis, au moment où j'enregistre, n'ont disputé qu'une rencontre. J'ai hâte de voir. Après les premières rencontres de ce tournoi, beaucoup de formations semblaient avoir rattrapé à tout le moins Finlande et Suède. L'écart entre Finlande et Suède et les équipes tout juste derrière, que ce soit la Suisse, que ce soit la Tchéquie, que ce soit l'Allemagne, je ne le trouvais pas si gros que ça. Et ça, c'est très, très le fun à voir. Bien sûr, le fait que la Russie n'est pas là vient un petit peu changer la dynamique de quoi aurait eu l'air cette équipe russe dans ma vidéo avant-goût du tournoi olympique où je vous posais la question, d'après vous, où aurait été la Russie? Vous êtes plusieurs à voir gros la Russie. J'ai tout le temps un petit bémol envers la Russie, c'est que depuis toujours, en termes de joueurs de talent, la Russie est peut-être deuxième derrière le Canada, ou même par moment première. T'sais, si on regarde ça, Nikita Kucherov, Artemi Panarin, Kirill Kaprizov, après ça, bien sûr, tu as des jeunes comme Ivan Demidov, etc. En termes de joueurs purement de talent, de skills offensivement, la Russie a toujours été là. Sauf que c'est un peu ça l'histoire de la Russie dans ces tournois-là. Tout le talent du monde, des failles à des positions clés. Historiquement, c'était peut-être un peu les gardiens de but, la défense. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas les gardiens de but. Tu pourrais prendre n'importe quel des 4 meilleurs gardiens russes puis ils pourraient être partants dans presque toutes les autres équipes. Ouais, c'est à peine une exagération. Ilya Sorokin, Igor Shesterkin puis Sergei Bobrovsky pourraient être partants dans pas mal toutes les formations, sauf peut-être les Américains. Après ça, il y a tout le temps du monde qui dit « Ouais, mais Connor Hellebuyck, c'est un choker, je prendrais bien du monde avant lui. » C'est un débat là, hypothétique de toute façon. Mais bref, rien qu'un gars qui peut être devant le filet anyways, puis Andrei Vasilevski, meilleur gardien au monde, à mon avis. Les failles russes, dans ce cas-ci, seraient au centre. Est-ce que tout le talent du monde serait suffisant pour battre Canada et États-Unis présentement? Je ne le sais pas, mais d'un point de vue strictement hockey, c'est certain qu'on a hâte de revoir la Russie dans ce tournoi-là pour voir où on en est présentement avec le vrai portrait international. On se pose beaucoup la question ces dernières années en raison des résultats décevants au championnat du monde de hockey junior. Est-ce que la suprématie du Canada est en train de se perdre tranquillement, pas vite? À date, il reste beaucoup de matchs à jouer dans ce tournoi, mais le Canada paraît très très bien. J'irais même jusqu'à dire que c'est la formation canadienne en tournoi meilleur contre meilleur qui m'impressionne le plus présentement, encore plus que la formation de 2014 en Russie qui avait complètement dominé son tournoi. Mais ça, on verra à la fin du tournoi parce que si jamais on choke comme les Patriots de 2007, tout ça ne voudra rien dire. Comment vois-tu le tournoi olympique jusqu'ici? Fais-moi tes prédictions de ton tableau. Je vous ai un petit peu montré à quoi je pense que le tableau va ressembler. À quoi crois-tu que le tableau va ressembler de ton côté? Laisse-moi savoir en commentaire. Bonne fin de tournoi préliminaire olympique. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? C'est la première fois que tu es là et tu veux un autre épisode? Clique juste ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!